Bienvenue à ce nouveau numéro de Washington Bureau. Comme chaque semaine, cette semaine, nous allons échanger avec notre confrère de la VOA, Abdoudia, à qui j'ai dit bonjour. Bonjour Gabriel. Cette semaine, nous allons parler de la situation sécuritaire au Mali, où la tension est vive entre les autorités de Bamako et les groupes indépendantistes du Nord. L'accord de paix scellé en 2015 semble plus que jamais. Médiateur dans ces conflits, l'Algérie tente de réconcilier les deux parties. Une feuille de route leur a été proposée. Plusieurs avions de chasse de l'armée malienne ont survolé Kidal et plusieurs autres localités du nord à basse altitude à la veille de la célébration de la proclamation de l'indépendance de l'Azawad le 6 avril par des groupes armés. La coalition d'anciens groupes rebelles dénonce une violation patente du cessez-le-feu et une provocation grave dans cette partie du pays. Alors la première question est de savoir, avec cette tension, peut-on dire que l'accord d'Alger est menacé et faut-il craindre une reprise des hostilités entre les anciens rebelles et l'armée malienne? Oui, en tout cas, beaucoup d'observateurs à Bamako craignent une reprise des hostilités. Et effectivement, donc, ce qui pratiquement remettrait en cause cet accord, qui est un accord, certes, qui est là depuis 8 ans bientôt, mais qui est un accord très fragile, surtout depuis le mois dernier, lorsque le pouvoir malien a envoyé une lettre, disons, à l'Algérie, pour un peu dénoncer ce qu'ils considèrent comme disons, des violations répétées disons, de cet accord par la coordination des mouvements de l'Azawad, puisqu'ils estiment que en fait, la CMA aujourd'hui ne respecte pas les dispositions de l'accord, notamment en ce qui concerne le volet des DDR, des démobilisations, désarmement, réintégration, puisque on parlait d'abord de 13 000 combattants ex-rebelles qui devaient intégrer l'armée. Aujourd'hui, ils ajoutent 13 000 autres, ce qui ferait 26 000. Et ils veulent que qu'ils viennent aussi avec les mêmes grades, qu'ils intègrent l'armée régulière avec les mêmes grades. Donc le pouvoir de Bamako n'est pas content du tout, ce qui explique peut-être ce survol par les avions de chasse du territoire, disons de Kidal, que les ex-rebelles considèrent comme leur fief, puisqu'ils contrôlent toujours cette ville. Mais pour beaucoup à Bamako, aucun centimètre du territoire malien ne devrait être hors de portée de l'armée. Donc c'est un peu cette situation à laquelle on assiste qui inquiète beaucoup de personnes effectivement, surtout qu'on sait que le Mali fait déjà face à cette insurrection djihadiste. Si maintenant on ajoute un autre front, il est clair que la situation serait catastrophique. L'ex-rébellion Touareg du nord du Mali a dénoncé ce qu'elle qualifie de provocation. Quelles sont les vraies raisons de cette manœuvre militaire de l'armée malienne? Alors, l'ex-rébellion parle de provocation, mais pour Bamako, c'est le droit absolu de l'aviation malienne de survoler le territoire malien, puisque Kidal fait toujours partie du Mali. Et dans l'accord d'Alger de 2015, il n'a jamais été question d'indépendance ou même d'autonomie. Il a certes été question de décentralisation, d'une régionalisation un peu, qui concernerait d'ailleurs toutes les régions du Mali, mais jamais il n'a été question d'indépendance. Donc le fait de déclarer l'indépendance le 6 avril 2012 a toujours été mal vu par les autorités maliennes de l'époque et d'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, on estime que la situation a un peu changé puisque l'armée malienne en 2012 était beaucoup plus faible que cette armée-là, qui s'est renforcée surtout depuis le départ des troupes françaises. Mais en tout cas, ce ne serait pas sage de l'avis de beaucoup d'engager un nouveau front quand on sait que la menace djihadiste est là, au centre, et également dans ce qu'on appelle la zone des trois frontières, à la frontière avec le Burkina et le Niger. Donc voilà, c'est un peu la situation à laquelle on assiste. C'est une situation très compliquée. Bamako veut montrer que tout le pays est sous l'autorité centrale, alors que les rebelles ne veulent pas bouger dans Yota quand il s'agit de Kidal, surtout de Kidal. Avec tout ce qui se passe, peut-on encore sauver l'esprit de l'accord et trouver une solution durable au problème du Nord Mali?
Oui, c'est une question intéressante. Il y a le Premier ministre Choguel Maïga qui avait utilisé un terme qui est devenu célèbre. Il parlait de l'application intelligente de l'accord. Maintenant, quand on parle de l'application intelligente de l'accord, peut-être c'est de voir quels sont les aspects qui sont réalisables du point de vue de Bamako et quels sont les autres qui ne le sont pas. Mais c'est une attitude que ne partage pas la coordination des mouvements de l'Azawad. Ils estiment que l'accord devrait être appliqué dans son intégralité, puisque même si beaucoup pensent que le pouvoir malien de l'époque était pratiquement contraint de signer un accord qui ne l'arrangeait pas. Donc les nouvelles autorités maliennes parlent d'application intelligente ou, si on le veut bien, sélective pour certains, de cet accord. Qu'est-ce qui peut être appliqué? Qu'est-ce qui peut-être devrait faire l'objet d'une renégociation? Je pense que c'est un peu ce que beaucoup pensent à Bamako. Par exemple, l'intégration totale de 26 000 combattants Touareg est irréalisable de l'avis de beaucoup à Bamako. Alors, avec tout ce qui se passe, la situation au Mali principalement, l'Algérie est un pays médiateur. Est-ce qu'il faut changer ou garder le même médiateur? Parce que le problème semble un peu compliqué. Et est-ce qu'il faut changer de médiateur pour sortir de ces dilemmes avec un autre ou garder le même médiateur? Bon, j'ai parlé à un universitaire malien qui certes reconnaît que l'Algérie peut ne pas avoir cette crédibilité qu'elle avait à l'époque et que, disons, que son rôle de médiateur peut être remis en cause, mais le problème est que qui d'autre faut-il mettre? Est-ce qu'il faut repartir et chercher un autre médiateur qui soit acceptable pour les deux parties? Ça peut être aussi beaucoup plus compliqué. Donc je pense, et en tout cas si je me base sur ce que disait le professeur Tounkara, peut-être il vaut mieux garder l'Algérie comme médiateur et maintenant voir comment s'asseoir autour d'une table et discuter des points de désaccord, voir ce qui est réaliste et ce qui ne l'est pas, et partir sur cette base. En tout cas, tout le monde semble d'accord qu'il n'est pas du tout souhaitable qu'il y ait une reprise des hostilités, qu'il est plutôt plus bénéfique pour les deux parties qu'il y ait une renégociation de certains aspects de l'accord. Alors, l'actualité au Mali, toujours cette semaine, en début de la semaine, les combattants du groupe État islamique au Grand Sahara ont pris en début de semaine la localité malienne de Tidermen, isolant la ville de Ménéka dans une région du nord-est presque entièrement sous le contrôle de l'État islamique. Qu'est-ce que cette situation, est-ce que cette situation n'est-elle pas l'une des conséquences du survol des avions de l'armée malienne sur le territoire de Kidal? Non, pas du tout. Pas du tout, parce qu'il se passait déjà une situation très grave dans cette zone où les deux groupes terroristes, notamment le GSIM, disons le groupe État islamique au Grand Sahara, et également le Djinim, qui est un autre groupe terroriste affilié à Al-Qaïda, s'affrontaient, de violents affrontements depuis plusieurs semaines. Et ce sont les populations qui en pâtissaient. Et donc aujourd'hui, c'est le groupe État islamique dans le Grand Sahara qui a pris le dessus et donc qui encercle la grande ville de Ménaka. Le résultat de tout cela, c'est qu'en fait l'armée malienne est un peu absente de toutes ces zones, puisque avec la situation à Kidal où elle n'a pas accès, maintenant les groupes djihadistes qui contrôlent une bonne partie du territoire, aussi bien au centre qu'au nord, tout cela était déjà là avant le survol, disons, par l'armée malienne de Kidal. Mais il est clair que cela prouve justement que l'armée malienne n'a pas du tout intérêt à se lancer dans un nouveau front, puisque les djihadistes sont là, et continue de contrôler une bonne partie du territoire. Les rebelles de l'ex-rébellion MNLA, mais également de la CMA, sont peut-être plus faciles à négocier. Les groupes armés terroristes
on ne peut pratiquement pas négocier avec eux. Donc, ouvrir un autre front avec l'ex-rébellion ne serait pas du tout souhaitable, puisqu'ils sont déjà là, les groupes terroristes. Merci Abdou Dia pour toutes ces précisions. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Washington Bureau.